Les gars, les vacances sont enfin terminées. Je sais qu'on a pris un espèce de délai absolument improbable. On dirait qu'on est dans la fonction publique. On dirait qu'on est des profs avec 60 semaines de congé par minute. Mais ne vous inquiétez pas, on revient. Vous avez été quelques-uns à râler parce que les podcasts ne revenaient pas. Les podcasts reviennent et je suis toujours en Big 2025, deuxième partie, accompagné de mon comparse Moss Mayorum. Comment ça va, Moss? Est-ce que tu es bronzé après l'été? Je suis bronzé et je suis surboosté là, tu vois, pour la rentrée. Écoute, j'ai pas eu des très très longues vacances pour être tout à fait honnête, mais j'ai fait des randos, je suis allé voir la nature, je suis allé me promener. Oh, les vacances chiantes. C'était bien. T'es pas allé au bord de la mer, t'as pas chillé au bord de la mer? Je suis allé au bord de la mer et alors ça m'a tellement choqué ce que j'ai vu que je pense en faire une vidéo parce qu'en fait il se trouve que je me suis pointé à la mer le long de la Grande Motte et que architecturalement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un voyage. Voilà, je n'en dis pas plus. Allez voir si vous voulez. Et c'est un voyage qui a globalement mal vieilli. Voilà. Mais donc c'est en train de me dire que c'est un voyage plutôt vers les terres soviétiques. C'est ça que tu es en train d'essayer de me décrire. Alors, je suis allé creuser un tout petit peu, donc je vais teaser ce que j'ai peut-être l'intention de raconter dans une vidéo. Mais en fait, il y a un type dans les années 70 qui s'appelait Jean Balladur. On lui a dit, écoute, frérot, ta carte blanche, tu nous fais le plus gros projet architectural de ta vie. Et le gars s'est lancé dans un délire pyramidal. Mais si tu veux, en fait, la version un peu cheap, c'est-à-dire que faut imaginer une sorte d'hybride entre des cages à poules et des espèces d'ornements en béton coulés enfin, je veux dire, c'est vraiment à la tonne, tu sais, t'as des tonnes de bétonnières qui arrivent, t'as Karim qui arrive, qui attrape le machin, qui coule le truc, c'est un peu sagouin et ça n'a pas été entretenu pendant 30 ans, donc si tu veux, le résultat final, c'est pas ouf. Je vois tout à fait. Voilà. Je vois tout à fait ça. Bon bah écoute, pour parler d'une autre forme de médiocrité contemporaine, t'as vu cette transition? Incroyable. Cette transition smooth. Franchement, on a bossé les transitions pendant l'été. On est accompagné aujourd'hui d'un auteur, d'un grand auteur, d'un nom qui marquera les annales de la littérature et qui est là pour fendre toute la médiocrité contemporaine et éventuellement la médiocrité des boomers. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler abondamment. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Alexandre Jordeski qui a rejoint la Giberne avec les contrefaits. Comment ça va, Alexandre? Bonsoir à tous, merci à vous deux et merci à tous ceux qui nous écoutent. En effet, mon nom va marquer l'histoire, soyez absolument certains de ça. En tout cas, moi je le suis, donc j'espère que vous aussi. Bon, c'est parfait, c'est nickel. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu ou est-ce que tu veux qu'on te présente nous pour que les gens sachent un peu qui t'es, ce que t'as fait, quelle est ton actualité comme disent les fils de pute voilà, ce genre de choses, tu vois. Voilà. Décris-toi un petit peu là. Mon actualité, c'est un roman qui est vraiment très très bon. Enfin, du coup, j'espère en tout cas, qui sort aux éditions de la Giberne, qui sont une maison d'édition, aussi très très bonne. Et sinon, donc mon actualité, je sais pas quand elle a démarré exactement, mais décris-toi un peu ton parcours. Voilà, est-ce que je me présente de façon générale? Très simple. Tu vois, là c'est la rentrée. Donc en fait c'est le moment un peu gênant où le prof dit allez on fait un tour de table et tout le monde se présente si tu veux. Voilà. Et toi t'es le petit nouveau en fait qui vient de débarquer dans l'école. Et tu mets ton nom sur un papier plié en deux là. Le truc super malaisant. Je note. Voilà, exactement. Voilà. Donc on t'écoute. Allez, Alexandre, vas-y. Un parcours qui en effet n'a pas toujours été en fait lié au livre et à la littérature. Parce que j'ai commencé en fait en ayant fait des études de cinéma et avant cela je ne lisais quasiment pas. Je lisais quand j'étais tout petit, j'adorais les trucs comme Chair de poule ou les trucs qui faisaient vraiment un peu peur. Et après au collège, moi ça fait peur pour l'amour de la littérature que j'ai. En fait, ça fait pas peur non mais Chair de poule c'est absolument c'est grandiose, c'est le cliffhanger poussé au maximum, c'est absolument génial. Ouais. Et donc j'adorais ça et j'ai arrêté de lire en rentrant au collège parce que j'avais d'autres centres d'intérêt, notamment l'Olympique Lyonnais qui est un grand club de foot, comme chacun le sait, et donc j'ai arrêté de lire et on vient de perdre les 2/3 de nos lecteurs potentiels là, avec cette seule take, c'est légendaire quand même. Ça va redevenir intéressant, donc restez. Donc j'ai arrêté de lire parce que et en même temps, en effet, alors je sais que je prêche des convaincus, mais c'est vrai que je trouve que le collège et le lycée n'est pas du tout fait pour donner le goût à la littérature. Quand tu fais lire Madame Bovary à un gamin de 15 ans, il sait pas ce que c'est la déception, il sait pas ce que c'est l'échec, il sait pas ce que c'est l'amour. Sauf si c'est Moss. Moss, alors pour le coup, il a déjà une maturité, il est dans les empirées intellectuels. En général, moi, je levais la main, je posais des questions un peu trop techniques, et du coup, tout le monde me regardait dans l'air de dire, mais wesh, qui c'est ce chouchou là? C'est ça,
combien de Moss par classe? Moi, sincèrement, il y en a. Moss, en fait, si tu veux, c'était le gosse qui posait des questions bizarres du genre quel est le rapport de Flaubert avec le marxisme? C'est un peu compliqué, c'était un petit peu compliqué. Il y a eu des bizutages, voilà, il faut dire les choses. C'est pour ça qu'ils se vengent chaque semaine dans des vidéos de désinformation. Exactement. Parce qu'en fait, les communistes ont volé son goûter, voilà, il faut le dire. Tout ça pour s'acheter des armes à peu près illégales, mais très populaires à la sortie des lycées, tu vois. Ouais, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, t'as arrêté de lire. Voilà, j'ai arrêté de lire et en mode fan de foot. C'est ça, et surtout de cinéma. Donc là, ça va redevenir un peu intéressant pour nos auditeurs qui n'aiment pas du tout le foot. Et en fait, parce que j'avais une grande ambition quand j'avais 18 ans, c'était de devenir le nouveau Stanley Kubrick. J'ai dit que je serais Stanley Kubrick ou rien. C'est ça, c'est exactement ça. Le problème, c'est que donc du coup, j'ai fait une fac de cinéma, j'ai fait des études de cinéma, et je me suis rendu compte, la rentrée à la fac, c'est à peu près le 25 septembre, et le 26 septembre, j'ai tout de suite compris que je n'étais pas du tout fait pour ça, et que je ne serais absolument pas bon là-dedans. Pendant 3 ans, j'ai regardé beaucoup trop de films, si bien qu'aujourd'hui, je suis incapable de regarder le moindre film, et je me suis mis à la lecture. Et c'est là que ça devient... c'est là où la littérature et la lecture sont devenues des choses très importantes. Quel glow-up. Pardon. En fait, c'est bien parce que tu viens nous raconter une belle histoire de rédemption. Mais oui. En fait, à un moment donné, dans ta vie, t'avais le choix, t'avais deux chemins. Soit tu partais en Guyane pour faire des espèces de diatribes stupides sur le cinéma d'auteur, soit tu venais te faire éditer à la Gibert. Alors, à un moment, il fallait faire un choix dans la vie. Voilà, et t'as fait le bon choix. Bravo à toi. Je sais précisément quand a eu lieu l'embranchement. C'est justement à la fac, j'avais un module d'anglais et on a fait la littérature anglaise et américaine, et j'avais fait notamment le portrait de Dorian Gray, qui alors là, du coup était une révélation. Ouais. Et dans la foulée, pour la littérature américaine, j'avais fait des nouvelles d'Hemingway et surtout Gatsby de Fitzgerald. Et c'est que quand on lit Gatsby, on laisse tomber le cinéma. Alors, on laisse pas tomber Kubrick quand même, parce que Kubrick est au-dessus de Gatsby, mais quand même on se met vraiment à la littérature, quoi. Et là, c'était vraiment un continent absolu qui s'ouvrait devant moi. Tout me passionnait, j'avais envie de tout lire, et j'avais un ami qui m'a offert pour mon anniversaire de mes 19 ans, je crois, La route de Los Angeles de John Fante. Et en fait, ça, c'est vraiment le point de départ absolu pour moi, parce qu'en lisant Fante, après, j'ai voulu lire... Très bon bouquin, ouais. Ouais, voilà. Et après, t'ouvres tout. Mais Fante, c'est incroyable, parce que Fante, je pense, ça plaît beaucoup aux jeunes hommes. J'ai l'impression, j'ai plein de potes, ils ne jurent que par Fante. Carrément. C'est incroyable, en fait. Et franchement, pour moi, c'était le point de départ. Et je me dis, si au lycée, à 15 ans, justement, tu fais lire Fante plutôt que Flaubert, et ben là, je pense que tu gagnes des gens qui se mettent à lire et qui s'intéressent à la littérature. Oui, mais regarde, qui est professeur de français en lycée? Des femmes ménopausées de 50 balais. Donc, si tu veux, en fait, c'est pas exactement le public cible de John Fante, en fait, si tu veux. Tu vois, dont le goût littéraire est à peu près aussi sûr qu'un roman de Guillaume Musso. Je dirais, dont le goût littéraire est à peu près aussi sûr que les goûts vestimentaires des profs d'anglais. Tu vois ce que je veux dire, avec les chemises à fleurs colorées. Là, c'est pas si c'est le joueur du grenier ou si c'est My Taylor is Rich. En fait, c'est très particulier quand même. Tu vois, c'est la violence est présente. Tu vois. Voilà. Donc écoute, formidable. Et du coup, Les Contrefaits, premier roman publié, donc à la Giberne, on va en parler en long, en large, en travers. On va parler de ton parcours, on va parler de littérature, on va faire la rentrée des classes. Mais est-ce que tu veux nous le pitcher, donc c'est-à-dire le plus brièvement possible, pour donner quand même un peu envie aux gens de rester après le générique? Est-ce que tu peux nous parce qu'il y a un générique encore? Il y aura un générique après. Moi, il y aura un générique. C'est le retour du générique. Est-ce qu'on fait un générique maintenant et après je pitch et après on fait un générique, ou je pitch tout de suite? Bah écoute, allez, t'as gagné. Générique. Regagnez le carré! Feu! Donc, maintenant qu'on est bon, est-ce qu'on peut avoir le droit à un petit pitch sympa? Je pensais avoir plus de temps pour me préparer. Mais oui, l'idée des Contrefaits, c'est... l'histoire des Contrefaits, c'est l'histoire d'un présentateur télé qui présente une émission littéraire très regardée, très écoutée, très admirée, qui s'appelle N'ayons pas peur des mots. Et toutes les semaines, ce présentateur, qui s'appelle Benoît, invite un auteur contemporain et il lui tresse des louanges merveilleuses, il lui lance des fleurs. C'est à chaque fois là un auteur remarquable, c'est à chaque fois un auteur admirable.
formidable, qui a écrit une palanquée de chefs-d'œuvre. Et alors évidemment, cette émission fait beaucoup penser à une émission réelle qui passe sur le service public. Et le problème, c'est que toute ressemblance serait fortuite. Attention, oui, exactement. Oui, en plus, oui. Et un jour, dans son émission, il invite un auteur qui s'appelle Melchior Capel, qui est une sorte de croisement entre David Fuenquinos et Marc Lévy. Quand je l'ai imaginé, j'avais ces deux. Oui, c'est très juste. Ouais. C'est très juste. J'avais pas pensé à Fuenquinos, mais oui, effectivement, ça marche assez bien. C'était un peu le modèle que j'avais en tête. Donc voilà, pareil, il fait son numéro de charme. Parce que en plus, Benoît est très très charmeur. Il a le sourire vraiment très communicatif. Et donc voilà, il déroule pareil le tapis rouge à Melchior Capel. Et Melchior Capel, à un moment, dit non, stop, là, ça suffit. Ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. En plus, t'y crois pas. Moi non plus, je réponds des choses, j'y crois pas non plus. On arrête là. Et ça, c'est vraiment le début du livre. Ouais, là, c'est la page 5. L'ouverture. Mais même pas la page 5. C'est que ça commence comme ça. Je crois que la première phrase, ça aurait pas dû se passer comme ça. C'était censé être un entretien très lisse, etc. Et en fait, je me suis fait éclater. J'ai le trou de balle en chou-fleur. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Voilà. C'est un peu l'idée. Et c'est le point de départ de la chute totale et absolue sur tous les points, sur tous les plans de Benoît. Donc sa vie professionnelle, du coup, alors c'est important aussi de dire que l'émission n'est pas en direct, l'émission est enregistrée. Donc ça... Comme souvent les émissions à la télévision, comme ça, les émissions un peu intello, elles sont avec du débat d'idées, souvent. Au cas où il y a quelqu'un qui dit une dinguerie, on les enregistre 3-4 jours à l'avance. C'est assez classique. Là, justement, comme il y a une grosse dinguerie de la part de Melchior Capel, on s'arrête et on essaye un peu de réparer les dégâts. Le problème, c'est que les dégâts ne seront pas du tout réparés et Benoît, donc du coup, d'un point de vue purement médiatique, devient la risée de tout le monde. Et c'est là qu'on se rend compte que Benoît, le personnage très souriant, très lisse qu'on voit à la télévision, est absolument tout le contraire dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est un type absolument odieux, détestable avec sa femme, avec tous les gens qui l'entourent. Et en fait, petit à petit, tout s'effondre autour de lui. Et c'est vraiment l'histoire d'un homme qui chute, quoi, d'un homme qui tombe. Et c'est très sale pour lui, le pauvre. Alors, il y a quand même deux traits de caractère de Benoît qu'il faut quand même présenter pour avancer un peu plus. Petit 1, c'est sur son appartenance sociologique à une certaine génération. Serait-il un boomer? Voilà. Moi, je pose la question. Et deuxièmement, moi, tu poses la question, mais t'as lu le bouquin. Oui, je sais, je rigole. Voilà. Et deuxièmement, en fait, il a un rapport aux femmes, je dirais particulier. Alors, problématique, comme on dit maintenant, mais c'est un mot qui veut pas dire grand-chose, au sens où c'est pas un prédateur, c'est pas un violeur, etc. Mais c'est vraiment le mec lourd, le mec infidèle, le mec concupissant, le mec cringe, comme on dit aussi avec les femmes, mais surtout qui est persuadé d'avoir un sex appeal à 7500 alors qu'il a un sex appeal à 32. Et c'est assez lamentable. Voilà. En fait, c'est ça, le personnage de Benoît est construit comme ça, c'est que il y a un écart, il y a un immense intervalle entre l'image qu'il a de lui-même et l'image qu'il renvoie, en fait. Il se prend en effet pour un séducteur extraordinaire, alors qu'en fait, non, pas vraiment. Alors justement, quand il est connu et quand il est sous les feux des projecteurs, ok, tout le monde lui dit ah oui, Benoît, vous êtes extraordinaire. Et en effet, dès que ça s'effrite, tout le monde se retourne contre lui, quoi. Et en effet, il a le côté, il a le côté un peu libidineux, un peu dégueu, quoi, un truc un peu malsain qui traîne avec lui. Mais voilà, pour lui, c'est un peu le summum de la classe, le summum du bon goût et de la chevalerie, le chevaleresque, je ne sais pas. Mais voilà, il se prend vraiment, il se trompe totalement sur lui-même et du coup, il se trompe également sur tout le monde qui l'entoure et tous les rapports humains qu'il a avec les autres. Moss, toi, est-ce que tu as envie de rebondir sur l'un ou l'autre point, de donner ton avis sur le bouquin, de le dézinguer? Peut-être que tu as envie de faire une cour martiale comme ça. Non, pas spécialement. Voilà. Enfin, dans les quelques trucs, moi, alors après, je l'ai lu, là, je l'ai eu il y a 4 jours, donc je l'ai lu un peu plus rapidement, je pense, que ce que j'aurais lu si je l'avais eu plus tôt. Mais je l'ai trouvé très agréable à lire. J'ai trouvé qu'il y avait un style qui était très agréable dans l'ensemble. C'est le prof qui te rend la copie. J'ai l'impression que peut-être l'intrigue aurait pu avancer un peu plus, en fait. Si tu veux, c'est un des petits... Mais peut-être, encore une fois, j'ai peut-être raté des subtilités. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que la présentation du personnage était intéressante. J'ai trouvé que son rapport aux femmes était très intéressant. T'as donné un exemple, mais il y a
aussi toute l'histoire des écarts d'âge. Je me rappelle en particulier d'une scène où il discute avec un ami et il se compare en gros, moi la mienne elle a 20 ans de moins, moi la mienne elle a 30 ans de moins, ah bah moi ça me fait tel effet, moi je me sens un peu grassouillé depuis que je suis avec elle, machin. Cette scène est incroyable, franchement, rien que pour cette scène le bouquin mérite d'être lu. Et après il y a aussi tout le côté microcosme. Ça c'est violent en fait. Le mec il est là, le livre est pas terrible, par contre il y a une scène avec une misogynie, frérot, à un moment donné, elle est incroyable, vraiment rien que pour ça je recommande le bouquin, quoi. Non mais en fait pourquoi c'est pas spécifiquement le côté misogyne, c'est juste que c'est un vrai truc que tu peux entendre parfois dans des arrière-boutiques avec typiquement des puissants qui se frottent le nombril d'aise en racontant un peu leurs accomplissements, et en même temps c'est quelque chose que tu trouveras pas facilement ni dans la littérature ni dans le cinéma, et encore moins maintenant que c'est un peu édulcoré, quoi. Donc je trouve que c'est très intéressant, et je trouve que c'est très à propos en fait, ça correspond vraiment à ce type de personnage. Après je pense peut-être un des aspects qu'on peut explorer aussi tous ensemble, c'est tout ce côté microcosme un peu marécageux là du monde de l'édition, du monde littéraire, des types qui s'entre-invitent entre eux, qui se rendent l'appareil, qui font semblant d'avoir lu des bouquins alors qu'ils les ont pas lus. Lui en particulier, il a quelqu'un qui lit les bouquins pour lui, qui lui fait des petites notes, qui lui isole les bonnes phrases à citer à la télé, alors qu'en fait il s'en fiche, quoi. Les bouquins sont pourris, ils sont tous plus pourris. D'ailleurs, il faut dire un truc, c'est que ce roman, il repose quand même beaucoup sur c'est un roman drôle, hein, c'est un roman comique. Il repose quand même beaucoup sur le choix des noms qui sont tous plus vrais que nature. C'est-à-dire que les noms de romans pourris à l'eau de rose sont plus vrais que nature, les noms des émissions sont plus vrais que nature, le nom même des personnages, enfin tout ce qui est vraiment enfin tout est dans le cliché, mais le cliché vrai, c'est-à-dire le cliché que quand tu traînes dans ces milieux-là, tu sais que genre c'est vraiment le genre de truc que tu rencontres, et du coup c'est vraiment très très drôle. Et en plus parfois Benoît a lui-même tendance à romancer sa vie en temps réel, à réécrire la vie, donc il imagine ce qu'on pourrait dire sur lui dans des articles de journaux, dans des œuvres posthumes, dans des choses comme ça, et il a tendance à réécrire l'histoire en fonction de ses propres goûts, en faisant aussi du cliché là-dedans. Donc en fait ça fait un espèce d'empilement de clichés et de stéréotypes qui à mon avis participe beaucoup à la saveur du roman. Enfin je sais pas si t'as eu le sentiment aussi, Moss, mais moi c'est ce qui m'a fait beaucoup plu quand j'avais travaillé sur ce texte. Ouais non mais je trouve que dans l'ensemble c'est un projet super cool. Vraiment j'ai passé un bon moment, et je pense que la plupart des gens qui en plus qui te suivent le Hussard vont adorer, parce que quelque part tout le travail que tu fais toi va à rebours précisément de cette espèce d'ambiance aseptisée et un peu formole des espèces on va dire de pontes de la littérature, de la critique littéraire qui se font des remarques pour vendre ça à la ménagère, etc. Et c'est tout à fait le contraire de ce qu'on essaye de faire en fait. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, en fait. Oui, exactement. Déjà en fait on le ferait pas parce qu'on n'aurait pas besoin de le faire dans un monde plus sain, et en fait c'est intéressant parce que c'est un roman, quand je l'ai découvert je savais que les bibliophiles allaient sortir à un moment ou un autre, et je me suis dit mais en fait c'est marrant parce qu'il y a un angle mort qui est à peine évoqué dans les bibliophiles, à peine esquissé sur la fin, qui est l'angle des émissions littéraires en fait, et en fait ça tenait aussi à un élément intéressant, c'est que j'avais plutôt une bonne image des émissions littéraires à ce moment-là. C'est pas quelque chose que je regardais spontanément, mais je me disais bon ça fait pas de mal, etc. Et puis tu sais au bout d'un moment à force de faire des vidéos sur internet et tout, tu te radicalises un peu, donc tu commences à aller voir, à aller creuser un peu le sujet, et en fait tu t'aperçois que c'est complètement fangeux et marécageux comme tu disais derrière, et les contrefaits est vraiment posé comme vraiment une analyse justement de tout ce qui est faux, tout ce qui est contrefait dans ce milieu-là. Et donc en fait c'est un excellent complément, ça fonctionne un peu quasiment en diptyque avec les bibliophiles finalement. Je sais pas comment t'as eu l'idée, Alexandre, on en a jamais parlé du bouquin, mais ça à mon avis c'est un gros sujet, je pense. Justement c'était exactement ça. En fait il y a deux choses. La première c'est que quand les rares fois où je regardais cette émission, j'ai jamais réussi à la regarder jusqu'au bout en fait. Je sais pas quoi ressemble le générique de fin. Mais c'est ça, pareil. Vraiment, je ne sais pas. Je pense avoir tenu grand max 32 minutes quoi. Et donc je regardais ça et je me dis mais comment, donc là à l'époque c'était François Bunel la première fois que j'ai eu l'idée, comment est-ce que ce type peut être sincère dans ce qu'il dit? C'est pas possible. Toutes les semaines il présente des chefs-d'œuvre. Il y a 10 chefs-d'œuvre par siècle et lui il arrive à en trouver 4 par semaine. Donc tu te dis déjà il y a un truc qui va pas. Au bout de 3 semaines il y a un problème. Non, mais c'est ça. Il invite des auteurs, t'as l'impression qu'ils sont tous des prix Nobel en puissance. Bon alors évidemment depuis Annie Ernaux et le Nobel, donc en effet c'est des Nobel en puissance, mais ça veut dire plus dire des choses sur le Nobel qu'autre chose. Et donc je m'étais dit c'est pas possible, il peut pas y croire, il peut pas toutes les semaines être à ce point ravi. Et alors encore plus depuis qu'Augustin Trapenard est devenu le présentateur. Alors Augustin Trapenard en plus c'est très très curieux parce que le type il est normalien, il est agrégé
agrégé d'anglais. Il a je crois que c'est Jane Eyre tatoué sur les bras. Donc le type, il sait ce que c'est un bon bouquin. Comment est-ce que quand il reçoit Amélie Nothomb, il arrive à être aussi, comment dirais-je? Moi je pense pas, tu sais. Je vais te dire un truc. Quand, genre moi sur YouTube, tu vois, il y a pas tellement de gens qui parlent de littérature entre guillemets classique, etc. Donc voilà. Mais si tu vas sur Instagram, par exemple, t'as plein de petits comptes comme ça qui sont souvent tenus par des meufs, mais pas toujours. Et en fait, t'as des vrais passionnés et des vrais gens qui s'y connaissent là-dedans. Mais t'en as quand même aussi beaucoup, tu sais, qui sont des poseurs. Genre ils prennent un recueil d'aphorismes de René Char, ils te tirent un vers, ils le posent comme ça, et tout le monde se dit putain, mais quelle connaissance encyclopédique de la poésie, tu vois. Genre il ou elle est vraiment allé chercher ce vers précisément, ou ils vont chercher un truc d'Apollinaire complètement paumé, ou un Verlaine, tu sais, outtake qu'il a fait sur un coin de table, tu vois, que tout le monde a oublié. Et en fait, si tu veux, t'as des gens qui sont des poseurs complets dans ce milieu-là. Et en fait, comment dire, t'as une espèce de, enfin, le niveau de contrefait, tu le trouves pas que à la télévision, tu le trouves aussi dans ces structures-là. Tu vois, c'est un truc un peu général et global. En fait, là-dessus, il y a pas trop de, voilà. C'est vrai, mais en tout cas, voilà. Moi, je me posais la question. Je dis, c'est pas possible. Tu peux pas être sincère. Je pense que notre amigo, comment il s'appelle, Trapenard. Moi, j'ai jamais dit que Trapenard j'aimais bien. J'ai toujours dit que Trapenard, je supportais pas sa présentation et tout. Je pense que lui, c'est un poseur. Tu sais, c'est le mec. Il a Jenner sur l'épaule parce qu'en fait, il a posé à la plage. En fait, il faut imaginer quand il avait 18 ans, tu vois, je crois qu'il est homosexuel, donc pour draguer, tu vois, en boîte de nuit, peu importe, pour draguer au bord de nuit à la plage, il se posait avec un bouquin, tu sais, l'air de rien, comme ça, dans son petit maillot, tu vois, Calvin Klein, tu vois, et il attendait qu'on vienne lui parler, tu vois. Je pense que j'ai une image un peu de lui comme ça, si tu veux, et pour moi, c'est vraiment un poseur, c'est un frimeur. Alors que je crois que Bunel, en tout cas, c'est ce que j'ai jamais rencontré, mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est vraiment un type qui est passionné de littérature, peut-être de façon un peu naïve, tout ce que tu veux, mais c'est quelqu'un qui est vraiment une réputation de s'émerveiller et de se chauffer sur n'importe quoi en littérature, et je pense qu'il aime vraiment ça, tu vois, genre à peu près peut-être qu'il forçait un peu pour l'émission, mais fondamentalement je trouve je pense qu'il sait voir ce qu'il y a d'intéressant dans des textes qui sont pas forcément des chefs-d'œuvre, tu vois, c'est ça la distinction que je fais entre les deux. Je trouve moins arriviste finalement. Et peut-être que j'ai tort, t'as le droit de me contredire. En tout cas, moi je pensais plutôt le contraire. Je pense qu'un type comme Trapenard connaît mieux la littérature. Alors après, et justement en fait ce qui m'intéressait, c'était de me rendre compte que finalement peu importe que Bernard Pivot, Bunel ou Trapenard soient ou non des imposteurs, en fait je crois que c'est le format même de l'émission et le rôle même du présentateur qui veut ça. Et c'est pour ça que Benoît finalement c'est pas vraiment ni Augustin Trapenard ni François Bunel, c'est une sorte d'archétype du présentateur. C'est même aucun des deux parce qu'il est plus âgé. Ouais, ce serait presque un pivot finissant en fait, si on voulait aller chercher là-bas, parce que c'est un personnage finalement qui il a déjà eu, je sais plus quel âge il a dans le bouquin, mais il approche de la retraite quoi finalement. C'est ça, il a 55 ans. Voilà, 55 ans, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez du format un peu inversé, parce que donc là on a beaucoup parlé du format où on fait l'apologie d'un bouquin, mais il y a aussi eu pendant une assez longue période à la télé française des formats qui servaient précisément à dézinguer des bouquins avec un peu d'élégance, et dans les ou moins d'élégance, oui, pas beaucoup d'élégance, c'est vrai. Mais bref, tout ça pour dire, je pensais par exemple typiquement à ce que faisait Ruquier à l'époque avec Nolo et Zemmour, cette espèce de trio qui recevait des auteurs souvent un peu indigents, on va pas se mentir, et qui les défonçait. Mais ça dépendait, parce qu'il y avait des auteurs qui étaient pas indigents dedans. Ils recevaient parfois Jean d'Ormesson, ils recevaient parfois des gens de l'Académie française, mais même des journalistes qui c'est pas de vocation littéraire, mais qui faisaient des trucs avec un peu de fond, tu vois. Mais est-ce que ce format-là est pas plus honnête quelque part que l'autre en fait? Je pense que c'est pour ça que ça plaisait moi personnellement. D'un côté, je me demande si c'était pas non plus devenu une posture de, par exemple, Nolo, ou en gros de défoncer un peu facilement. C'était un peu comme un spectacle quoi. Par exemple, moi je me souviens, mais ça c'était plus mon frère qui a regardé ça. C'était les années 90. C'était Jean Edernalier qui. Oui, c'est ça que je voulais parler. C'est ça, voilà. Quand je disais pas d'élégance, je pensais à ça. Voilà. Quand il prenait le bouquin de Mitterrand et qu'il le mettait dans l'eau, il mettait le Vichy pour le noyer le bouquin. Tu vois, il le balançait comme ça en disant c'est merdique, etc. C'est ça, ça serait génial de pouvoir faire ça. J'adorerais. Si un jour pouvais faire une émission télé, je ferais ça. Sincèrement, juste pour le plaisir de prendre le bouquin et de le balancer ou voilà. Après là, toi le problème inverse, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart des livres sont pas des chefs-d'œuvre et sont pas des merdes infâmes level manifeste du Parti communiste. La plupart des livres sont juste médiocres. Donc en fait, pour te chauffer sur un livre qui est vraiment médiocre, un livre, c'est compliqué. Tu vois, quand t'as lu, genre regarde même Funkinos, tu vois, genre Funkinos, c'est juste médiocre moyennement, mais c'est pas le pire merde que t'as jamais eu de ta vie, tu vois. C'est juste mauvais. Et en fait, pour se chauffer sur Funkinos, t'es obligé d'en lire plusieurs, et après t'as envie de balancer une palanquée de bouquins, mais pas genre de balancer un bouquin. Et en fait, je me dis que si tu faisais une émission comme ça, faut arriver à trouver vraiment les pires merdes possibles, tu vois. Mais bon, après t'as des maisons d'édition féministes aujourd'hui, donc peut-être que c'est possible par là, mais c'est un très très bon filtre d'entrée.
filtrer. Hein. Si tu veux choisir des mauvais bouquins, je te promets que ça filtre très bien. Hein. Et justement, Alexandre, t'en parles un peu dans les contrefaits d'ailleurs des écrivaines féministes. Oui, je me moque gentiment. Mais ça, alors, comment dire. Parce qu'il y a un côté roman à clé. Il y a un côté aussi, on a envie de rassocier les personnages à des personnages qu'on a vus déjà dans la sphère politique, tu vois. C'est vrai que je l'ai pas dit dans ma petite présentation, mais j'ai été très très longtemps libraire pendant 12 ans. Et justement, c'est le point de départ aussi, l'idée de départ du roman vient aussi un peu de ça. J'ai eu la chance de travailler dans deux types de librairies très très différentes. À Lyon, pour tous les auditeurs qui sont lyonnais, allez voir la librairie Le Bal des Ardents, c'est la meilleure librairie de France en toute objectivité. Je suis pas lyonnais, je la connais. Elle est bien. Voilà. Et précisément parce que c'est une librairie qui privilégie le fond. C'est-à-dire que là, c'est la rentrée littéraire. Vous allez voir, en gros, pour différencier une librairie d'un revendeur de livres, vous regardez, quand vous rentrez, vous regardez qu'est-ce qu'il y a sur les tables de présentation. Si vous avez une pile d'Amélie Nothomb et d'Emmanuel Carrère, vous faites demi-tour, vous ressortez. Si vous voyez, par exemple, on parlait de Gatsby tout à l'heure, si vous avez une pile de Gatsby, alors là, vous restez et vous êtes bien, quoi. Et Bal des Ardents, c'était plus privilégier le fond que les nouveautés qui sortent toutes les semaines, qui sont à peine sorties du carton, qui retournent dans le carton 15 jours après. Mais tu sais que moi j'ai déjà discuté avec des éditeurs comme ça un peu pour parler de... Je leur disais mais comment vous faites, vous avez combien de centaines de sorties par an et comment vous faites pour gérer vos stocks? Ils disaient mais on s'en fout, quand ça fait 3-4 mois, à part si c'est un best-seller, on le dégage et dans les faits il est plus disponible qu'à la commande en fait et on garde vraiment le minimum et à la fin de l'année on pilonne quasiment tout sauf un stock de réserve. C'est vraiment ça, tu vois. Et en fait ça fait que des textes en fait toi en tant qu'auteur tu signes en disant mon texte va être exploité pendant 70 ans ou même 100 ans ou plus et en fait même si c'est à basse tension et en fait il va être exploité pendant 3-4 mois pendant encore 5-6 mois après avec les commandes libraires éparses ou quelqu'un qui en a entendu parler encore peut-être un an après avec les occasions qui vont se retrouver à 2€ sur les tables de quelques brocantes et après c'est finito frérot, c'est une vente par an grand maximum quoi, grand maximum. Et du coup voilà, donc moi c'est là où j'ai vraiment appris le métier de libraire, c'était dans cette librairie là où justement j'ai appris la grandeur d'un texte qui traverse les siècles quoi. Et j'ai aussi travaillé dans la librairie justement tout l'inverse. Oula, ça va dire des termes là, attention. Là du coup je vais pas dire le nom de la librarie, mais là, c'est vraiment tout le contraire. C'était à Lyon aussi? Non. Merde. Mais chaque ville a ce genre de librairie parce que c'est des librairies jumelles quoi. C'est peu importe le nom en fait. Enfin bon. Est-ce que c'était dans une chaîne ou est-ce que c'était dans une librairie Non, c'est une librairie indépendante et je mets des gros guillemets à indépendante parce qu'ils sont totalement dépendants de la rentrée littéraire, de ce que Télérama et le Monde des Livres veut mettre en avant et de ce que POL et Actes Sud mettent en avant. Et justement, quand tu dépends de POL, il faut changer de vie. Hein, c'est ça qui est dingue. C'est que sur leur catalogue, sur 40 ans de catalogue, t'as peut-être 3 bouquins à sauver, c'est ça qui est terrible. Et pourtant, ils sont encore là, quoi. Et donc, dans cette librairie-là, qui fait vraiment quasiment que de la nouveauté, tu vas voir la libraire et tu lui demandes conseil, et là, elle va te sortir, en effet, tout le catalogue Actes Sud ou POL, pas de problème. Alors là, elle les connaît par cœur, les Mathias Sénart, elle les a lus à la virgule près. Par contre, tu lui demandes, est-ce que vous avez Kundera? Elle te regarde, Kundera, vous l'écrivez comment? Je sais pas. Elle est libraire. Et donc, j'ai plein de petites anecdotes comme ça, et de libraires et d'auteurs, parce qu'on a les soirées de présentation de rentrée littéraire, on les fait en mai-juin chaque année, et on partage de façon conviviale un petit dîner avec les auteurs. Et donc j'ai des auteurs mais ultra, j'allais dire très très imbus d'eux-mêmes. Ils sont insupportables. Ils sont drôles mais insupportables. Et en fait, tout ce que j'ai vécu là se retrouve un peu à droite à gauche dans les contrefaits. C'est pour ça quand tu dis plus vrai que nature, en effet, un personnage comme l'écrivaine féministe qui écrit tous ses romans en écriture inclusive parce que ça fait apparaître la laideur du patriarcat. Axel Richelieu, elle existe. En effet, c'est une agrégation de 3 autrices, auteuses que j'ai pu rencontrer. Et en effet, auteuristes. Voilà, en fait, ce milieu-là, et cher Hussard, tu le sais aussi encore même mieux que moi, parce que toi, tu étais même encore plus proche. C'est un milieu qui aime beaucoup regarder son nombril. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous les livres qui sortent à la rentrée littéraire sont que des types qui se regardent le nombril, qui écrivent dessus, et qui pensent après en avoir fait un truc universel. Tout le monde t'as dit des trucs aussi quand même. Moi, c'est intéressant parce que dans ce bouquin, je me suis aperçu de certains trucs que j'avais repérés ou que j'avais su, mais que j'avais complètement zappé. Par exemple, à un moment, tu parles du fait que dans les romans modernes,
moderne, on n'est plus d'ironie parce que les gens ne comprennent plus l'ironie. Il faut savoir que c'est vraiment une grille de sélection dans certaines grandes maisons, des maisons que vous jugeriez prestigieuses. Je vais pas donner de nom pour voilà, mais globalement des très grandes maisons parisiennes. Il faut pas qu'il y ait d'ironie de second degré, il faut que ce soit clair que les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, et à aucun moment un personnage dit un truc qui peut être compris de 2-3 façons différentes selon où tu mets le curseur, tu vois. Et en fait, ça c'est vraiment intéressant. Je pense que moi j'ai tellement le nez dans la merde avec ça pendant tellement longtemps que parfois je le vois plus, tu vois. Ça veut pas dire que moi j'utilise pas l'ironie dans les romans, mais ça veut dire que en fait c'est un espèce de truc, je repère même plus ce point de médiocrité tellement il est, tu vois. C'est assez marquant. Du coup, voilà, pour moi qui étais très longtemps libraire, qui du coup était obligé, mine de rien, de lire régulièrement la rentrée littéraire. Quand tu arrêtes toute la rentrée littéraire et que tu te mets à lire, alors là pour le coup, j'ai tout de suite cité les grands auteurs, mais je parlais de Kundera ou un Philippe Roth, ça fait partie de mon panthéon à moi. Et tu vois la différence et elle est abyssale, c'est absolument terrible. Et alors du coup, plus jamais tu vas ouvrir un Emmanuel Carrère derrière, quoi. Tu restes avec Kundera. Toi, t'aimes pas du tout Emmanuel Carrère, je sens que non, alors, en plus, non, c'est vrai que c'est un mauvais exemple. C'est le moins pire, franchement, c'est le moins pire. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais dû dire Laurent Godet ou Mathias Sénart, par exemple. Mathias Sénart, par exemple. Mais tu vois, mais même ça, c'est pas aussi mauvais que, par exemple, on a cité Funkinos tout à l'heure, ou Amélie Nothomb, ou Amélie, comment ça s'appelle, Christine Angot. Après, il y a une gradation. Tout en bas de l'échelle, tu as en effet Édouard Louis, et au-dessus de l'échelle, donc au-dessus d'une petite monticule, tu peux avoir. Je ne mettrais même pas en bas. Édouard Louis, en fait, c'est le premier barreau de l'échelle qui est hors de la boue. Si tu veux, mais dans la boue, t'as pas mal de barreaux, si tu veux, qui continuent très 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 profondément. Tu vois. Par exemple, t'as son sex friend là, comment il s'appelle, Geoffroy de la Gaderie là, avec l'homme avec le rire le plus énervant de Français de Navarre. T'as des infos Non, je sais pas. Il est marqué sur leur page Wikipédia, voilà, que ils partagent un intense lien affectif tous les trois avec Didier Ribon, le senpai, et puis les deux disciples. Et tu en as déduit que c'était pas platonique. Et l'autre. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à imaginer. En fait, j'arrive pas à imaginer l'un ou l'autre. J'arrive pas à imaginer que ces gens ont une vie sexuelle et j'arrive pas à imaginer qu'ils en ont pas en même temps. C'est particulier. Il y a un côté, c'est l'homosexuel de Schrödinger en fait, si tu veux. C'est très très particulier, tu vois. Donc j'ai renoncé à savoir. Et après tout, c'est pas mes affaires, tu vois. Donc voilà, faut être nuancé là-dessus. Voilà. T'as un secret sur les libraires ou sur le monde de la librairie à nous partager et à partager aux auditeurs, un truc que personne devrait dire, un tabou absolu, enfin je sais pas. Un libraire ne devrait pas dire ça. Un libraire ne devrait pas dire ça. Et justement, j'ai pas eu peur de le dire dans le roman, dans les contrefaits. Une libraire qui a l'air extrêmement, proche de ses clients. Elle les connaît par cœur, elle connaît leur nom, ils savent où ils habitent. Et quand le client arrive, le client est bichonné, le client est aimé. Madame machin, comment vous allez, etc. Et dès que la cliente a payé, acheté ces 2-3 bouquins qu'elle a vus, et là c'est histoire vraie, qu'elle a vu la veille dans l'émission littéraire en question, en disant ils en ont parlé, je trouvais ça génial. Une fois qu'elle a acheté ces 3 bouquins et qu'elle est repartie, le libraire se retourne vers toi et te dit putain, celle-ci à chaque fois elle prend que des bouquins de merde, ou qu'est-ce qu'elle est abrutie, ou enfin voilà. Et en gros c'est un mépris du client de ces petits libraires là qui est sincèrement très 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 courant. Après tu peux avoir le problème, parce que là limite entre guillemets dans l'exemple que tu donnes, la meuf elle a probablement vraiment pris des livres de merde, alors que t'as des libraires qui peuvent te détester parce que tu prends des bons livres avec lesquels ils sont pas d'accord. Tu sais, j'ai même connu des libraires qui jugeaient parce que par exemple tu prenais mais même pas, je te dis même pas du Drieux La Rochelle, hein, même pas du Céline, je te dis des trucs beaucoup plus soft que ça, du Tolkien, du C.S. Lewis, des machins comme ça, tu vois, des références disons soft, tu vois, ou même du Marc Aurèle ou des trucs un peu, tu vois, même pas des trucs vraiment marqués, et pourtant ils te détestent pour ça, tu vois. Donc oui, ça existe là. Le libraire peut être faux et fourbe, ne l'oubliez jamais. C'est un commerçant. Mais c'est ça. Sincèrement, ne l'oubliez jamais. En effet, c'est un commerçant qui a besoin de vous pour vivre et qui a besoin que vous lui achetiez des bouquins. Donc, il vous accueille de façon la plus affable possible, mais il n'en pense pas un mot, sauf au Bal des Ardents à Lyon. Donc voilà. Non, mais après, franchement, il y en a quelques-uns. Moi, je travaille avec des libraires, j'échange avec des libraires. En fait, c'est comme dans beaucoup de métiers. Le pavé est tenu par des incompétents, des nuls, des gens médiocres qui sont voilà. Et par contre, ceux qui font honneur à leur métier font vraiment honneur à leur métier. C'est-à-dire que c'est pas une question d'opinion politique, de goût, d'âge, de sexe, ce que tu veux. C'est vraiment une question de. Il y en a qui aiment le livre, il y en a qui aiment les projets éditoriaux, il y en a qui ont des choses intéressantes, il y en a qui cherchent à trouver des accords avec toi, même quand vous avez des intérêts économiques qui sont pas faciles à concilier. On trouve un terrain d'entente, on s'arrange, chacun met un peu du sien et tout. Et à la fin, ça marche bien. Et puis il y en a vraiment, ils veulent rien entendre, ils sont cons et ils attendent de voir ce qui sort au Goncourt. Ils en prennent 50 piles, ils font 30% de leur CA annuel là-dessus. Et après, voilà, c'est tout. Justement, alors je sais pas si, si peut-être les auditeurs aimeraient bien savoir toutes
les arrière-cours un peu des libraires, mais c'est exactement ça. Il faut savoir que votre remise, quand vous êtes libraire, quand vous achetez des bouquins à l'éditeur, enfin du coup au distributeur, votre remise est différente si vous jouez le jeu de la rentrée littéraire, c'est-à-dire que si vous prenez 10 Mathias Sénard, vous avez une meilleure remise que si vous en prenez que 2, mais que vous prenez 10, Hemingway par exemple. Ouais, donc le libraire un peu moyen, c'est ça. Le libraire un peu moyen se dit, attends, je gagne plus d'argent en vendant mes 10 Mathias Sénard alors que c'est n'importe quoi, alors que bon, Hemingway, ça va bien. Donc je vais faire que de la rentrée littéraire. Et en effet, financièrement, ils y trouvent leur compte. Et en plus, ils ont droit à des subventions quand ils font ça, quand ils jouent le jeu de la rentrée littéraire. Le libraire qui ne vend que du fond, il n'a pas de surremise, il n'a pas de subvention. Enfin voilà, il est un peu isolé. Et donc c'est extrêmement contradictoire de la part du CNL qui dit nous défendons la librairie indépendante, nous défendons les grands textes, nous défendons le fond. Et dans les faits, c'est absolument pas ça. Dans les faits, tu fais la rentrée littéraire, t'as une meilleure remise, tu vis mieux. Ouais, donc et en plus t'as un mécanisme alors que je trouve, mais qui s'explique très facilement sociologiquement, mais qui se met en place et que je trouve détestable. C'est la tendance des libraires après à copier, c'est à se dire oui ok j'ai vendu du Mathias Sénard au lieu de vendre du Hemingway, mais franchement le dernier Mathias Sénard, il y a quand même quelques passages qui étaient intéressants. Au moment où il parle de la maladie de sa mère, quand même c'est vraiment puissant, ça, c'est vraiment profond, tu vois. C'est autre chose que Hemingway, le mascu toxique qui va pêcher dans, je sais pas quoi, dans le golfe de je sais pas où, parce qu'ils en plus sont nuls en géographie. Et donc eux ils pensent que c'est le golfe de Gascogne, tu vois, enfin c'est n'importe quoi. Et en fait ils te disent après mais Mathias Sénard, ça c'est vraiment bien et tout. Puis à un moment donné en plus il parle de son nombril, franchement il décrit les replis de son nombril avec vraiment il y a des adjectifs il en parle bien. Ouais, c'est incroyable. À un moment il a utilisé l'adjectif vermeil et je ne savais pas ce que c'était, j'ai dû ouvrir un dictionnaire, c'était incroyable. Voilà, donc non, voilà, il y a en fait il y a un mécanisme de cope qui se met en place, comme disent les anglo-saxons, et ça c'est détestable. Mais en fait c'est super intéressant que tu parles un peu de l'aspect comme on dit, l'aspect pécunier, surremise, pécunier et tout, parce que en fait moi d'ailleurs c'est une question que je me pose assez souvent sur les libraires, et on se la pose tous les deux avec Mousse. C'est que on a des libraires qui nous extorquent des marges de 30% et plus, et en fait ils nous disent après qu'ils sont pas rentables et qu'ils mettent la clé sous la porte. Bon, je mets pas votre parole en doute. Comment vous faites cependant tu vois, non mais 30% sur un livre à 24€, ça fait 8€. Donc ça veut dire qu'en gros si tu vends 10 ou 20 livres par jour, tu gagnes quand même bien ta vie, tu vois. Je sais pas combien t'as de frais de locaux, de trucs machin comme ça, mais même si tu déduis tout, même si tu fais pas d'optimisation fiscale et rien du tout, à un moment donné tu te payes, tu vois, tu vis ton truc. C'est vrai que si t'es pas capable de vendre 10 ou 20 livres par jour, c'est quand même inquiétant pour un commerçant. Le problème c'est que mine de rien le libraire, en effet je crois dans le camembert de ce qui gagne le plus, qui a la plus grosse part dans le prix d'un livre, c'est le libraire avec 35 ou 30, normalement c'est 33-35. Sauf que c'est l'un des rares qui a le plus de charges et qui a le plus de coûts de absolument tout. Il paye le transport, il paye le loyer, il paye l'électricité. Comment il fait pour avoir autant de coûts alors que littéralement les chaînons devant lui c'est des imprimeurs avec des bécanes qui coûtent 150 000€ pièce, c'est vrai. Des diffuseurs distributeurs qui ont des semi-remorques qui traversent la France avec des taxes kérosène de bâtards. Genre comment il fait pour avoir plus de charges que ces mecs-là? Je comprends pas, tu vois. Pour les gens qui écoutent et qui n'ont aucune perspective de rien, pour le même prix que ce que prend comme marge un libraire, tu payes l'imprimeur, l'éditeur, l'auteur et le relecteur du texte. Enfin, je veux dire, et les impôts. Et les impôts qui vont avec, bien sûr. Et Dieu sait que les impôts, il y en a, si tu veux. C'est terrible, ça. Donc en fait, je n'arrive pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à rentrer le truc. Ils vendent rien. Alors, je crois que le libraire récupère une TVA aussi. Il la paye, mais il la récupère. Oui. Enfin bref. Oui. Non, il y a vraiment... alors ça remonte à loin, là, les cours d'économie du livre et de la librairie. Mais non... Il y a une vraie... les bails commerciaux, les baux commerciaux sont très élevés. Enfin, il y a plein de choses. Déjà, tu payes ton personnel. Quand vous êtes éditeur à 1 ou 2, vous payez 1 ou 2. Quand vous êtes libraire à 5, vous payez 5 salaires. Généralement, le vrai libraire se paye à peine. Oui, mais quand t'as une grosse librairie. Parce que moi, je connais plein de petits libraires indépendants, ils sont tout seuls dans leur librairie. Ils sont deux à casser avec leur femme. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça, exactement. Dédicace à Philippe Poutou qui a ouvert sa librairie à Bordeaux et qui a peur de la trouver caillassée tous les matins parce qu'il croit que tout le monde est comme lui en fait, donc c'est un peu particulier. Mais voilà, donc bref, en tout cas pour les libraires, donc tu confirmes bien d'ailleurs je ne doute pas de leur
leur sincérité là-dessus. C'est juste que j'arrive pas à comprendre où part le putain de flou en fait, parce que moi si tu me laissais cette marge, je sais très bien où elle irait, tu vois, donc j'arrive pas à comprendre. Voilà. Après les libraires sont des enfin non, mais ça marche pas parce que toi aussi t'es un lecteur, et on est très très mauvais en maths. Ça se trouve, en effet, on balance de l'argent par la fenêtre, on sait pas d'où il va et on se dit tiens, c'est bizarre, c'est un peu une de mes hypothèses. Peut-être parce qu'on a mal géré, peut-être. Ouais, parce que Mo c'est un grand scientifique. Mo des calculs statistiques. En fait, les gens se rendent pas forcément compte. Mais si tu veux, il y a encore un truc encore pire, c'est que le libraire quand il m'écrit, le libraire moyen, si tu veux, globalement, soit il me demande mon tarif, je lui donne, tout le monde est content, ça se passe bien, soit il se met à pinailler, et je te promets, parfois c'est des 50 centimes, et le mec est là et te fait croire que vraiment il va mettre la clé sous la porte si tu lui files pas 50 centimes de marge. Et t'es là, tu fais, mais comment c'est possible en fait? Arrête, genre respecte-toi. Si le taux passe de 33 à 35% de marge, normalement, je comprends que t'essaies de gratter. Après, mais quand même quoi. C'est par principe, en effet, c'est un côté marchand de tapis quoi. Tu sais, moi parfois j'ai ça aussi, j'ai des gens, des libraires qui viennent me voir en disant est-ce que je peux commander un exemplaire? Ça veut dire qu'ils ont un client qui est venu et qui a demandé à avoir le bouquin chez eux. Je leur dis écoutez, vous voulez un exemplaire, moi si je vous donne un exemplaire c'est pas intéressant économiquement pour moi. Donc ce que je vous propose c'est que je vous donne un peu plus, on me met en dépôt-vente chez vous et après si jamais ça se vend pas vous me le retournez, y a pas de problème, et je prends les frais de retour à ma charge, y a pas de problème, parce que je suis sûr que ça va se vendre. Donc en fait je fais ça, je fais un effet envers vous, etc. Sinon je vous le fais mais avec une petite remise, le bouquin, voilà, comme ça vous avez quand même gagné une petite pièce en faisant l'intermédiaire, mais franchement m'en demandez pas plus. Donc je leur dis je sais pas, je te donne n'importe quoi, je leur dis au lieu de faire 30% de remise je vous fais 10% de remise sur un petit truc comme ça. Et en fait et encore une fois les frais d'envoi etc sont à ma charge, donc en fait vraiment celui il ne peut pas ne pas être rentable là-dessus. Et j'ai des libraires, mais c'est arrivé plusieurs fois, qui me disent en dessous de 30% de remise je suis pas rentable. Mais c'est quoi ce dogme en fait? À un moment donné, genre t'es forcément rentable, même si t'es faiblement rentable, mais en fait t'es forcément rentable et tu prends aucun risque et tu déposes rien en plus, tu veux pas entendre parler de moi après, donc voilà, à un moment donné je comprends pas comment ils font, et je peux pas leur donner 30% sur un bouquin en fait, là avec les frais, en plus tu leur offres les frais de port et quoi, mais t'enterres ta maison si tu fais ça, tu peux plus payer personne quoi avec ça, c'est n'importe quoi. Donc je comprends pas comment ils fonctionnent mathématiquement et cognitivement, voilà. Après c'est vrai qu'aussi j'ai plein d'anciens collègues libraires qui vont m'insulter, mais le libraire c'est ça qui est drôle, ça fait du référencement. Insultez-nous, cliquez. Non, mais c'est vrai que de façon générale, le libraire est frileux. Enfin, le libraire justement qui vend des piles de POL est extrêmement frileux. Si tu sors un peu de ces 10 éditeurs qu'il connaît, il dit quoi, la Giberne, c'est quoi ça? Il regarde sur Elect, quoi, il n'y a pas de distributeur. Ah oui, c'est ça, exactement. Je sais pas où c'est. Non. Et en plus, vous me faites que 33%. Mais tu sais que j'ai eu l'inverse aussi. J'ai eu des petits libraires qui m'ont dit puisque vous n'avez pas de diffuseur, je vous propose d'être à 40% de remise. Comme ça, vous gagnez 10% par rapport aux 50% sur un diffuseur. Et moi, je gagne un peu là-dessus. J'étais mais frérot, en fait, s'il n'y a pas de diffuseur-distributeur, c'est certainement pas pour que tu prendre la sodomie que je me suis épargné en fait. Si tu veux. C'est ça. En fait, ce que t'économises, je le récupère. Ouais, pas de problème. Donc en fait, moi ce que je te propose, ma contre-offre, c'est va niquer ta mère en fait. C'est comme ça, non mais voilà. Encore une fois, là je raconte sur les libraires à qui ça se passe pas bien, mais globalement ça se passe bien. En fait, moi dans tous les trucs qui me fascinent, je crois que le truc qui économiquement me fascine le plus chez les libraires, c'est que le paramètre du temps n'a pas d'importance pour eux, alors qu'il en a pour littéralement tous les autres business. C'est-à-dire que moi, quand je passe 20 minutes à écrire 4 mails pour expliquer mon tarif, ça me coûte quelque chose si tu veux, j'ai passé 20 minutes. Ouais. Alors que tu as l'impression que pour la plupart des libraires, ils peuvent passer environ 1 heure par jour à discuter avec des gars par mail sur des 10 centimes, et à la fin, ça l'a coûté 0. Tu vois, c'est genre, ils savaient pas comment s'occuper, ils n'avaient pas de clients, machin. C'est assez fascinant de l'extérieur, je t'avoue. Mais du coup, ça rejoint ma théorie comme quoi ils ont vraiment pas de clients, et que c'est pour ça que même avec des marges de bâtard, tu pourrais leur donner 100% de marge, et ben en fait, ils arriveraient pas à être rentables, parce que si tu vends rien, tu vends rien. Genre 1 milliard de fois 0, ça fait toujours 0, tu vois. Et parce qu'en fait, en vrai, il y a des librairies, on les connaît tous, des librairies qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui marchent très bien, et dès que t'es dedans, il y a des lecteurs, des gens qui passent, des étudiants, des vieux, des jeunes, machin, il y a des gens qui se draguent dans un coin, enfin, ça marche très bien, ça marche très très bien. Et en fait, ce qui marche pas, c'est les librairies où justement ils essaient de gratter comme ça des petits trucs, ils ont fait aucune étude de marché, ils vont ouvrir une librairie dans un quartier défavorisé de Périgueux, il y a 1500 personnes qui passent tous les 10 ans, tu vois. Et en fait, du coup, évidemment,
personne va venir leur acheter les aphorismes de René Char, tu vois, ou les syllogismes de Sioran. Justement, voilà. Ils vont pas trouver ni René Char ni Sioran là-bas, c'est qu'ils vont trouver le même bouquin qu'ils trouveraient en 2 clics sur Amazon. Donc en effet, et qui est en plus livré chez toi. Donc est-ce que et c'est vrai que les libraires, alors moi j'en sais qu'on était libraire à Amazon, le grand Satan, mais en même temps remettons-nous en question, quoi. On fait exactement, on propose rien de plus qu'Amazon. Au contraire, c'est encore plus compliqué de passer par nous que de cliquer sur Amazon. Donc au bout d'un moment, proposons autre chose que le truc que tu peux trouver sur Amazon. Et là, en effet, tu mets tes aphorismes de Sioran. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, il y avait un truc. Alors, je reviens un peu sur les contrefaits. Il y avait un truc que je voulais quand même aborder. C'est la figure et la thématique du masque, parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, qui est très présent sur la couverture du bouquin. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit mot, Alexandre, et de développer un peu? Ça rejoint vraiment l'idée que tout le monde est contrefait dans ce milieu-là, justement. Oui. Justement, alors on parlait tout à l'heure de comment l'idée m'est venue. Donc, en effet, l'idée de m'attaquer à cette sacro-sainte émission littéraire de la télévision française, et aussi, en fait, de façon générale, en tant que lecteur et en tant que auteur, écrivain, parce que, en effet, comme tu disais, Les Contrefaits, c'est pas mon premier roman publié. Et en fait, il y a une thématique du double, une thématique du cachet, une thématique du masque qui m'intéresse énormément. Yukio Mishima sort de score. Rejoint. Pardon? J'ai dit Yukio Mishima sort de score. Oui, et d'ailleurs, ça rejoint l'ironie. Peut-être qu'on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Mais pour moi, c'est extrêmement intéressant et c'est profondément romanesque l'idée justement qu'un type est totalement le contraire de ce qu'il paraît être. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, ça c'est un truc qui m'intéresse énormément. Et on le retrouve d'ailleurs un peu tout le temps dans la littérature. Enfin, je veux dire, pas seulement quand c'est dans le sens que là, évidemment, on pense le premier niveau de ça, c'est ce qu'on voit dans les contrefaits, c'est des gens qui ont l'air gentils mais qui sont méchants. Mais t'as l'inverse, par exemple, chez Victor Hugo, t'as souvent des personnages qui ont l'air méchants mais qui sont gentils au fond. Tu vois, je pense à comment il s'appelle, Ursus dans L'Homme qui rit, par exemple, tu vois, ou même Lantenac dans 93, qui a une espèce de forme de grandeur d'âme et de noblesse que tu présupposes pas au premier abord. Bref, je t'ai interrompu, mais c'est vraiment un truc très large en littérature. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment une figure qui me fascine parce que c'est insondable. C'est un truc, tu plonges dedans et tu peux aller partout, quoi. Et justement, je reboucle sur on parlait tout à l'heure de l'ironie qui a disparu, précisément parce que alors j'ai ressorti mon petit Kundera parce que voilà, encore une fois, je le cite assez souvent. Et dans l'art du roman, j'encourage la fanzouze de Kundera, mais ça c'est un auteur dont il faudrait que je parle un jour sur la chaîne. Je suis complètement d'accord, mais c'est vrai, je crois pas que t'aies fait de vidéo là-dessus. Non, j'ai jamais fait. Mais j'avais déjà expliqué pourquoi j'ai jamais fait de vidéo sur Kundera. C'est parce qu'en fait, Kundera, c'est un peu comme Huysmans. C'est le mec, il a une fanbase que j'aime pas. Je parle pas pour toi, Alexandre. Mais en fait, si tu veux, tu sais, moi j'ai fait une prépa littéraire, j'ai trop été avec des petites zoulettes qui avaient lu L'insoutenable légèreté de l'être et qui venaient se gargariser, pour pas dire autre chose, devant toi avec ce bouquin. Et en fait, ça m'a, tu vois, en fait, à tel point que j'ai pris des années de retard sur cet auteur à cause de cette a priori que j'avais dessus. Et Huysmans, c'est un peu ça avec les salonnards de droite. C'est que tu sais, ils sont là en train de se pignoler. Oui, à rebours, genre des esseintes. Alors que c'est un excellent roman, pas de question, mais simplement, genre, je ne veux pas parler de lui juste à cause de l'image que ces mecs me renvoient. Tu vois, ils me plaisent pas, voilà. En tout cas, alors malgré tout, j'encourage chaque auditeur à lire l'art du roman. Oui. L'art du roman, que ce soit si vous voulez écrire ou si vous voulez même juste apprécier la littérature, il faut absolument le lire. C'est tout est ultra intéressant, tout est ultra pertinent. Et justement, à un moment dans une des parties du bouquin, en plus il est très court, il fait 250 pages et en fait c'est divisé en plusieurs parties qui peuvent se lire totalement indépendamment les unes des autres. Donc c'est même pas un effort intellectuel. Moi, ce qui te regarde là, on se demande si à la place de ça on pourrait pas parler des rapports entre le communisme et Kundera. Il y a un alors là pour le coup il en a des trucs à dire. Il y a un immense sujet. Mais en tout cas voilà, dans l'art du roman il y a une partie, il y a quelques pages, c'est une sorte d'abécédaire et il y a une entrée ironie. Ouais. Et justement dans l'ironie il dit quelque chose comme attention, on va avoir droit à notre citation. Il dit quelque chose comme putain, la dernière fois qu'un mec nous a lu un truc dans un podcast, c'était Pierre Polygone dans le podcast qu'on avait fait avec lui. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et c'était interminable. Genre, je l'ai depuis, je vais lire un court passage et c'est parti pour 8 pages. C'est ça. En fait, j'avais oublié que le mec était prof à la base, donc si tu veux, il a l'habitude de prendre des cours pendant 20 minutes sans broncher, si tu veux. Alexandre, alors là, je voulais un court passage. T'as un coup, pas plus.
Donc il dit l'ironie irrite, non pas qu'elle se moque ou qu'elle attaque, mais parce qu'elle nous prive des certitudes en dévoilant le monde comme ambiguïté. Et en fait, voilà, fin de citation. Vous voyez, j'étais très court. Je l'ai même pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'en étais pas rendu compte. Putain, j'ai été intelligent malgré moi, merde. En fait, justement, il raconte que le roman déjà est un art en tant que tel, au même titre que la peinture et que la musique, par exemple, et que la caractéristique précise du roman, qui n'est dans aucun autre art, c'est justement l'ironie. Et l'ironie, c'est ce qui dévoile justement l'ambiguïté du monde. Et précisément aujourd'hui, on peut même du coup plus appeler ça des romans. On parlait d'Édouard Louis tout à l'heure, on a des Édouard Louis qui cherchent pas l'ambiguïté. Lui, il a un discours, il essaye de convaincre son lecteur qui est déjà convaincu, parce que quand tu lis Édouard Louis, tu es déjà d'accord avec lui. Donc il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, il n'y a pas de place pour la complexité de la pensée, il n'y a pas de place pour justement le double discours, le côté on dit quelque chose mais en fait il faut comprendre le contraire. Ça c'est trop compliqué pour Édouard Louis. Non, et tous ces épigones, tu vois. Il faut que ce soit le plus simple possible. Et donc l'ironie, elle irrite, comme dit Kundera, parce que justement les gens sont plus capables de la comprendre. Parce que ils sont habitués à avoir un truc très simple, très basique. Dans les romans, quand ils sont bien écrits, c'est l'opposition qu'il peut y avoir et le chemin que les romanciers arrivent à prendre pour te faire ressentir leur désapprobation d'un personnage qui est en train de lui-même de se trouver formidable, en fait. Je trouve que dans ce style-là, il y a tout un tas de procédés. Alors, il y a tout ce qu'ils appellent le style indirect libre. Il y a des trucs qu'on peut revenir presque à l'école pour expliquer ça. Mais... Non, mais t'as Flaubert, c'est le GOAT pour ça. Les descriptions de Flaubert qui en creux te disent le contraire de ce qui est en train de se passer devant toi. C'est une spécialité qui est quand même reconnue dans toute l'histoire de la littérature mondiale. Je trouve que Albert Cohen dans Belle du Seigneur, c'est pas mal aussi. Ah putain, ça y est, qu'il y a quand même, il revient dessus. Il y a quand même des sacrés. Et Ayn Rand. Et dans Ayn Rand, il y a de l'ironie. Non, mais attends. Moi, un des passages que je trouve les plus incroyables pour te faire comprendre un peu la désapprobation tacite, sans que ce soit vraiment explicitement dit, c'est cette espèce de long monologue dans Belle du Seigneur où Ariane parle sans ponctuation. Alors les gens qui l'ont lu vont comprendre exactement à quoi je fais référence. Ouais. Qui est un passage complètement expérimental pour le coup. Mais en fait, c'est juste la nana qui parle à haute voix toute seule dans sa baignoire et qui en fait se raconte des trucs et donc il y a plus de ponctuation. Genre et t'as des phrases qui s'enchaînent comme ça et toi t'es là, tu comprends très bien qu'elle est en train de vriller un peu la meuf. Mais en même temps, tu lis ça, tu te dis au début mais c'est pas possible, je peux pas lire un chapitre entier là-dedans. Et en fait c'est incroyable. C'est vraiment une expérience. Enfin. Bah oui, mais aux portes de l'apnée si tu lis à voix haute, mais même Eminem peut pas le faire si tu veux, mais c'est très particulier quand même. Voilà. Non, mais écoute, ouais, je suis d'accord. Alors, Alexandre, je recentre un petit peu parce que tu disais que tu avais une fascination pour les dissimulations, les faux semblants, voilà. Et en fait, ça se matérialise de plusieurs façons dans les contrefaits. Et c'est un peu une espèce de perspective dans la perspective dans le roman. C'est-à-dire que Benoît, qui est un personnage qui porte des masques devant tous les gens qui rencontre, en fait, il cache toujours quelque chose de sa personnalité à tout le monde. En fait, même à lui-même, il a tendance à se mentir. A une fascination pour l'objet physique des masques dont il fait la collection. Je dirais même un fétiche. Oui, un fétiche, exactement. Ouais, c'est exactement ça. T'as envie d'en parler un peu plus, vas-y, parle-nous de King. Non, je suis pris de court. On l'a mis mal à l'aise, ça y est. Moi-même, j'ai des masques un peu tendancieux chez moi. En fait, c'est Eyes Wide Shut, mais version roman, quoi. Mais alors, on parlait de Kubrick. Eyes Wide Shut, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Et en effet, la thématique des masques. J'y ai pensé parce qu'il y a une scène à un moment où Benoît se bagarre pour un masque avec une femme dans le bouquin. Est-ce que c'est inspiré de la scène dans l'adaptation de l'Orange Mécanique, tu sais, où quand il se bat avec un masque pénien, avec la meuf avant de quand il va commettre son meurtre dans le film. Voilà. La femme au chat. Je dois avouer que je n'avais pas du tout pensé à Orange Mécanique en pensant à cette scène. Je trouvais que c'était la thématique du masque. Ça révélait deux choses. En effet, donc ça révèle d'un point de vue purement, premier degré, en effet, l'ambivalence de Benoît, qui est vraiment l'homme masqué, quoi. C'est-à-dire, en effet, le type qui est derrière l'écran, qui est à l'écran dans son émission, qui est complètement différent, donc qui porte un masque à ce moment-là et qui est complètement différent dans la vraie vie. Donc je vais matérialiser ça physiquement. Et puis aussi parce que je trouve que d'un point de vue purement esthétique, purement objet, je trouve ça fascinant, les masques, et pas que pour Eyes Wide Shut. Et puis en plus, justement, je trouve que c'est l'objet d'écho de poseur par excellence. Je sais pas, quand tu vas chez des gens et que tu as une lignée de masques,
tu dis putain mec. Non mais moi tu comprends, moi je suis citoyen du monde. Moi je suis citoyen du monde. J'ai mis des masques africains chez moi. Tu vois. Ça vient d'une tribu du Zambèze. Ça c'est. J'ai acheté ça très 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 cher. Et justement, ce qui est assez drôle d'ailleurs, j'avais même pas fait attention, mais c'est un peu ça. C'est que à la base, comment dirais-je, l'intérêt de Benoît pour les masques, c'est même pas lui, c'est même pas son intérêt à lui, c'est l'intérêt d'une femme qu'il a connue. Et donc en fait, il s'est approprié une passion de quelqu'un d'autre, justement pour se faire mousser, quoi, pour faire le poseur. Ouais, en fait, donc oui, ça rajoute encore un peu de. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre sur Bernard, n'importe quoi sur Benoît. Benoît est un Bernard, mais voilà. Benoît est un Bernard. Tu vois, c'est encore plus un Bernard que ça, parce que ce que j'allais dire, c'est que c'est une espèce de Bernard l'ermite social. Tu sais, c'est comme un crustacé qui a pas de carapace naturelle et il s'approprie tout ce qu'il croise en fait. Oui. Et en fait, et d'ailleurs même quand on lui fait des reproches ou quand on le déteste ou quand il lui arrive des carabistouilles à cause d'un truc qu'on lui dit, en fait, il va s'approprier ça pour en faire un élément de sa personnalité et le retourner à son avantage, en tout cas dans son narratif qui s'applique à lui-même. En fait, il est à la fois ridicule, exaspérant et je dirais 10%, 15% attachant à faire ça, quoi. Il y a un côté gosse en fait dans cette voilà. Mais non mais ouais. En fait, j'ai essayé de faire tenir en effet ce personnage là que t'as envie de baffer une page sur deux et l'autre page t'as envie de lui faire un câlin parce que tu dis oh, t'es tellement minable, tellement ridicule qu'on t'aime bien quand même. Enfin voilà, j'essaie de pas en faire non plus un personnage 100% détestable parce que sinon le lecteur il ferme le bouquin, il dit c'est qui ce type. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème? Alors, au début c'est assez drôle en effet, parce que moi je me suis demandé si le masque utilisé spécifiquement là en particulier dans des interactions amoureuses, on va dire, c'était pas aussi parce qu'en fait à force d'être un personnage il n'arrivait pas à juste avoir une relation intime normale en fait. Je sais pas, alors moi je sors d'une phase un peu scrutonienne là, donc les gens qui savent le visage. mais si tu veux, Scruton te dirait que c'est une perversion ultime que de ne pas voir le visage de l'être aimé, tu vois. Donc il y a justement là c'est un renversement intéressant dans le bouquin parce qu'il utilise le masque pour revoir le visage de l'être aimé en fait. Peut-être que je préchote ta réponse, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est ça, c'est qu'avec ce masque-là, il fait revivre un amour passé qui finalement peut-être est le seul amour pour lui. Après, c'est quand même un type qui adore se regarder lui-même, même pendant l'intimité la plus absolue. En fait, c'est Patrick Bateman dans American Psycho, c'est dans la scène où il se regarde dans le miroir. Mais en plus, c'est vraiment ça, quoi. Sans les muscles, sans les muscles et sans la position. Oui, voilà. T'imagines plutôt la bedaine à la place des pectoraux. C'est ça, les pecs sont descendus. Mais je suis en train de penser à un truc. Alors là, peut-être que je vais aller trop loin et qu'on va perdre les quelques féministes qui nous regardaient, qui nous écoutaient jusqu'à présent. Mon Dieu. C'est qu'à un moment, je fais dire à un personnage, et c'est une vraie réflexion parmi les féministes contemporaines, qui dit qu'un rapport sexuel hétéronormé, c'est la domination d'un corps par un autre, et d'un corps masculin sur le corps féminin. Et en effet, je suis en train de me rendre compte qu'elle ne parle systématiquement que de corps et jamais de visage, jamais de tête, quoi, de visage. Et liront-elles Scruton pour en savoir un peu plus là-dessus ou pas? Je pense qu'elle liront Mona Chollet. Je trouve qu'en effet, tu veux aller plus loin. Est-ce que Mona Chollet parle du visage de Dieu et de et de la beauté? Je suis pas certain. Mais voilà. J'ai quelques doutes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et en fait, quelque part, il n'y a pas d'obsession féministe autre que le corps et sa représentation. Et même, tu remarqueras que toute l'explication, je sais pas si tu t'as pas pu échapper à ce débat-là sur le female gaze versus le male gaze, enfin tout ce débat. Le roman, il n'y a pas de débat dans le jeu. Non, je sais, mais je veux dire, la question de est-ce que les hommes regardent différemment dans le monde du cinéma, il y a toute une sorte de présupposition que forcément les hommes ne vont se concentrer, je résume grossièrement, que sur les seins et les fesses des femmes dans leur manière de filmer, alors que les femmes auraient une manière tellement plus intéressante de filmer le monde. Et c'est un peu tout le storytelling du portrait de la jeune fille en feu pour ceux qui ont vu un peu le débat qui a entouré la sortie de ce film. C'est que, pour une fois, on allait avoir enfin une présentation à hauteur de femme, c'était tellement plus intéressant, plus riche, tout ça. Bon, en fait, honnêtement, ça change pas grand-chose. Enfin, je veux dire, à la fin, quand une femme te représente l'intimité entre deux corps, ça reste un peu la même chose que quand un homme te la représente, en fait. Et ça se centre effectivement pas beaucoup sur le visage. Donc, bref. Après, si tu veux, quand il y a un
truc un peu méta, mais quand tu regardes une scène de sexe dans un film, en fait comment dire, tu n'es pas partie prenante dans ce sexe, tu vois, t'es dans une espèce de position de voyeur, donc évidemment tu vas pas être focalisé sur le visage normalement, tu vas être focalisé sur le corps, le reste du corps, parce que tu n'es pas dans l'intimité, tu n'es pas dans le partage de l'intimité sexuelle, t'es vraiment dans la performance quasi olympique et quasi sportive, tu vois. C'est en fait t'es basiquement dans la même position qu'en regardant un porno quand tu regardes une scène de sexe dans un film normal. En fait, de ce point de vue là, il y a pas grand chose qui change, tu vois, là-dessus. Je sais pas si peut-être que Alexandre n'est pas d'accord avec toi, ceci dit. J'ai pas creusé la question assez puissamment, mais il y a une recherche esthétique que t'as pas dans le porno, qui est plutôt dans l'efficacité, quoi. C'est surtout qu'il y a de l'implicite et il y a de la suggestion dans un cas qu'il n'y a pas dans l'autre, en fait. Ouais, après, est-ce que t'es capable de me citer un film un peu grand public relativement récent, c'est-à-dire que quart de siècle qui vient de s'écouler, où t'as vraiment une scène de sexe qui est genre un truc que t'as jamais vu ailleurs, genre la façon de la filmer, de la montrer, de la raconter, c'est toujours des trucs soit très obscurs, indépendandants, etc., soit au bout d'un moment tu filmes le truc comme il est, tu vois, tu parles de la recherche esthétique, à la limite elle va être dans le calcul des lumières, dans la musique autour, dans le mixage son et tout, mais ça va pas être on va pas le filmer d'un angle très je sais pas, bizarre ou très imprévu, je sais pas, tu prends par exemple, très subtil, prenons un truc qui est pas du tout subtil mais qui est à mon avis très bon pour illustrer le fait que tu n'aurais jamais fait ça dans un autre contexte. Tu prends American Beauty, toute la scène où t'as une nana qui se retrouve dans une espèce de baignoire avec des pétales de rose de partout. Ce truc-là n'existerait pas dans un contexte pornographique, parce que par définition, je suis d'accord. En fait, on n'a pas le budget pour, on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à foutre. Je sais pas. Pour faire couler de l'eau dans une baignoire. C'est les mecs qui n'ont pas le temps, la baignoire elle est vite, frérot. Mais oui, c'est vrai. Écoute, non, mais et justement, en fait, je crois qu'il y a un peu, tu sais, les gars qui te disent il y a une décadence d'une partie du cinéma, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de films récents qui, justement, moi je trouve, reprennent un peu plus les codes. Tu prends La vie d'Adèle. La vie d'Adèle reprend déjà vachement plus les codes de ce qu'on considérerait normal dans une industrie de films pour adultes, machin. C'est beaucoup plus cru, c'est beaucoup moins enrobé, en fait. Il y a moins de suggestions. C'est vraiment, t'as des scènes un peu gênantes de 10 minutes. Enfin bon. Et ça, c'est marrant parce que d'une certaine façon, le processus de civilisation qu'a connu l'humanité de ses commencements, ça a toujours été d'esthétiser et de masquer et de ritualiser et de protocolariser les interactions sociales, quelles qu'elles soient, pas seulement sexuelles, mais tu vois, les rapports de domination, les rapports de travail, les rapports, etc., etc. Et en fait, il y a une espèce de point de bascule à un niveau très élevé d'avancement civilisationnel qu'on est en train de passer, où en fait, ça devient une espèce de tendance momentanée d'être très crue, et après l'art s'effondre. Et en fait, on a eu ça en littérature déjà, parce que la littérature a été précurseur là-dessus. On a eu vraiment cette espèce de côté très écriture blanche, etc., qu'on retrouve d'ailleurs chez Michel Houellebecq, c'est la quintessence de ça. Et en fait, une fois que t'as ôté tous les processus de civilisation, tu peux plus aller plus loin que l'espèce d'état sauvage, et dans l'état sauvage, l'art est mort. Donc en fait, t'as rebouclé sur le néant, en fait, d'une certaine manière. Et j'ai l'impression que le cinéma, comme tu dis, avec ce processus-là, il est en train de prendre la même voie. Et je pense que tous les arts pourraient être tentés par ça, tu vois. C'est comme si, au lieu de faire une sculpture, tu prenais directement un bout de bois et disais, voilà, j'ai sculpté un bout de bois, t'as juste posé un bout de bois sur un truc. C'est un processus qui ne peut déboucher sur rien derrière, parce qu'il n'y a pas de technicité dessus, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de réflexion profonde. Tu vois, c'est vite, c'est creux, c'est stérile en fait comme façon de faire. Et j'ai l'impression que c'est un peu là-dessus qu'on se dirige. C'est un petit peu, je sais pas si tu te rappelles, mais il me semble que Maudin Malin avait fait à l'époque quelques vidéos sur la mort de l'art, et c'est un sujet qu'il a beaucoup exploré. Et alors souvent un peu dans des sortes de poèmes, parce qu'il aime bien ce style-là, et je trouve que ça lui réussit assez bien. Je rappelle, j'aime beaucoup Maudin, mais je rappelle qu'il aime Michel Houellebecq. Donc si tu veux, à un moment donné, mais tu restes bloqué sur Michel Houellebecq. Qui déplore les effets dont il chérisse les causes. Voilà, ça suffit. Mais non, mais moi je trouve que c'est un vrai sujet intéressant. J'ai l'impression qu'il y a quand même une nouvelle génération qui est en train d'apparaître. C'est un peu mon message d'espoir aussi, c'est que typiquement moi j'ai été contacté pendant les vacances, j'étais dans un petit musée paumé à Nîmes, et j'ai un mec qui m'envoie un mail et qui me dit au fait je suis en train d'essayer de monter une maison pour faire des costumes, etc. Okay. J'ai écouté ta vidéo sur le beau, j'ai trouvé ça incroyable, ça m'a donné l'idée, j'aimerais bien qu'on fasse des costumes super stylés pour hommes, avec des motifs super originaux, des doublures qui n'ont rien à voir. Des costumes genre costumes de bureau, ou des costumes genre costumes d'arlequin? Costumes plutôt, je pense, pour des occasions, pour des mariages, je présume, pour des gens qui font des conférences, pour des gens qui font, je sais pas moi,
peu de la représentation publique, quoi, enfin d'une manière générale. Ouais. Non, mais c'est un beau truc, effectivement. Il y a, à mon avis, il y a un gros truc à faire là-dessus, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de tendance avec l'art sartorial depuis quelques années sur internet, et je suis désolé de le dire, putain, je vais me faire tuer pour avoir dit ça, mais j'adore les beaux vêtements, les beaux costumes et tout, mais je trouve que à un moment ça tourne un peu en rond. Les mecs sont en train de se battre pour 1 centimètre de revers de veste, pour un bouton sur le gilet, est-ce qu'il faut boutonner ou pas le dernier bouton, machin truc, est-ce qu'il faut, enfin tu vois, d'un moment ça tire un peu, voilà. Et il y a un mec d'ailleurs qui s'appelle Alex Cormack qui a une approche un peu différente, où lui justement il essaie de faire venir des nouvelles matières, des nouvelles coupes, etc., de montrer un peu comment on peut bien s'habiller aussi avec d'autres approches. Il essaye le kilt, ce genre de trucs, etc. Je trouve ça super intéressant parce que ça rafraîchit un peu le truc. C'est pas un peu guindé, un peu verrouillé comme ça a pu un peu le devenir malheureusement. J'ai l'impression, encore une fois, je sais pas si vous serez d'accord. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une standardisation énorme en fait du costume masculin en particulier, qui est devenu vraiment, enfin si tu réfléchis, la plupart des gens ils ont quoi, ils ont du bleu ou du gris anthracite, et t'as à peu près toujours la même coupe. Tu choisis si t'as 2 boutons ou 3 boutons, et c'est à peu près tout en fait. Enfin vraiment il y a pas tellement d'options. C'est fascinant parce que je sais pas si t'as lu Michel Pastoureau, tu sais, il fait des bouquins. Ouais, je connais un peu. Enfin, sur les couleurs. Si j'ai lu celui auquel tu penses, mais. En fait, il en a fait un par couleur, donc là j'avais parlé du bleu parce que t'as parlé du bleu pour les costumes. Et en fait, ce qui est intéressant dans le bleu, déjà c'est une couleur qui n'existait pas chez les Grecs. Les Grecs avaient juste pas de mots pour dire bleu. Et ensuite, chez les Romains, c'était une couleur qui était très négative. En fait, par exemple, avoir les yeux bleus, c'était considéré comme avoir un peu une mauvaise âme, tu vois. Personne n'avait une toche bleue, par exemple, ça n'existe pas chez eux. C'est vraiment la couleur du prix, du mensonge, du manque de fiabilité, etc. Tu vois, c'est sale. Aussi, au début du Moyen-Âge, le bleu c'est la couleur de l'enfer, avant que ça devienne le rouge. C'est une espèce de switch qui s'est mis en place pour des raisons d'ailleurs économiques, et sur le prix des pigments. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'essor du processentisme. On en revient à ça, aux schismatiques, qui en fait a amené cette espèce de couleur qui est très neutre et qui est très, qui ne choque pas l'œil, qui est très corporate. C'est ça le mot avant l'heure qu'on peut utiliser. Et en fait, c'est par hasard si du coup aujourd'hui, les gens qui doivent mettre des costumes, les hommes politiques, les gens dans des positions un peu officielles, les cadres sup, les métiers très 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 codifiés, genre dans le droit par exemple, ce genre de choses, ils ont tendance à mettre des costumes bleus un peu ternes, parce que en fait ça n'éveille rien, tu vois. Tu marques pas de points mais tu perds pas de points, donc t'es dans la retenue totale, quoi, tu vois. Alors que si t'es avec un costume rouge, tu vois, si t'es Saul Goodman, tu vois, il y a un moment donné, c'est plus marquant, quoi, tu vois. Tu gagnes ou tu perds des points, mais il se passe quelque chose. Ouais, c'est intéressant. Alexandre, toi t'en penses quoi, tous ces débats sartoriaux? Alors en fait, Alexandre il ne s'habille pas. Il vit dans la forêt. Je vais vous écouter vraiment religieusement parce que Michel Pastoureau, ça se vend bien en je crois que c'est un best-seller là-dessus. Je peux confirmer, ouais. Et alors là, je dois vous avouer que j'ai T'as jamais lu Pastoureau d'ailleurs, toi? Non, j'en ai feuilleté, voilà, je suis jamais rentré dedans, lire. Il est très sympa. Humainement, c'est un type qui est très très sympa. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, et vraiment, c'est pas du tout l'auteur qui se prend, voilà, tu vois. En fait, c'est un mec, c'est quand même, l'histoire est très drôle, c'est que le mec, il est allé voir ses profs de thèse en leur disant je veux faire une thèse sur l'héraldique, donc sur les blasons. Ils lui ont dit mais frérot, non, il faut faire des trucs où tu comptes les olives non genrées dans les pressoirs du Languedoc au XIIIe siècle, tu vois. Il a dit oui, mais en fait, moi, la maison d'Aragon, ça m'intéresse vachement plus. Donc en fait, il a fait son truc en héraldique, et pendant 20 ans, le mec s'est fait placardiser, en gros, dans la recherche, en mode c'est des recherches pour vieux croulants, tu sais. Oui, le blason de la famille de Sigismond, de Abélard, de machin, de gars. Et en fait, un jour, il a eu une rencontre et on lui a dit vas-y, fais un bouquin sur les couleurs, et le mec, il a été lancé, et ça a été le carton gagnant, tu vois. Donc c'est un glow-up tardif, tu vois, en fait. Voilà. Et il a une grande humilité, c'est un vrai chercheur, et il a une, voilà, donc c'est pas forcément de l'immense recherche historique, mais c'est intéressant à lire, c'est des petits essais sympas, quoi. Voilà. C'est pas aussi sympa que les contrefaits, ça, je confirme ça. Mose, est-ce que t'avais d'autres questions pour Alexandre, ou est-ce que j'embraye? Non, pas spécialement. Je pense qu'on arrive un peu sur la fin du podcast, donc je te laisse embrayer. Je crois que t'as une page de pub à faire tourner. Enfin, alors, pas encore une page de pub. J'aimerais juste poser une question à Alexandre. Voilà, c'est une question que j'aime bien poser à tous les auteurs. C'est en gros, si de là je t'amène quelqu'un devant toi et que tu dois lui vendre le bouquin en 30 secondes, c'est quoi les en 30 secondes ou en 1 minute ou en 2 minutes, on s'en fout. C'est qu'est-ce que tu mettrais en avant? Comment tu donnerais envie aux gens d'aller voir de prendre leur doigt, de faire www.lagiberne.fr, hop, les contrefaits, ajouter au panier, numéro de CB, tac, ça part, carré précis. Voilà. Comment tu les convaincs de faire don du peu d'argent que le gouvernement leur laisse finalement, tu vois. Oui. Déjà, je les remercie d'avance pour cela. Non, on pourrait évoquer déjà le fait que
c'est en effet c'est un roman dans le sens kundérien du terme. C'est vraiment noblement et humblement un roman avec une intrigue, avec des personnages attachants. J'écoutais l'autre jour Victor Di Donatellis qui parlait de ça, qui dit mais aujourd'hui il n'y a plus de personnages dans les romans. Tout à fait. Moi je dirais qu'il n'y a même plus de romans d'ailleurs. Mais voilà, et ben si vous voulez un roman tel les romans que vous aimez, si vous voulez des personnages vraiment qui vous marqueront, et en plus si vous voulez rire, parce que c'est vrai qu'on l'a peu dit, mais c'est un roman, cher Hussard, tu me le disais aussi que tu avais beaucoup ri dessus. Moi je me suis beaucoup marré en l'écrivant. Je vais te raconter un truc, c'est que là je suis en égo avec une grosse librairie pour justement faire une mise en avant et notamment il y aura des contrefaits, et en fait le libraire, on en est arrivé à qualifier ton roman de pas tout le roman, mais il y a des passages, on a dit c'est un croisement entre Michel Audiard et Papacito, et en fait vraiment mais c'était un compliment ou pas? Oui, c'était très clairement un compliment, parce que je pense notamment à la scène des sushis, si tu vois ce que je veux dire. Oui, voilà. Ah bah oui, qui est légendaire dans le dans le bouquin, et qui vraiment aussi vraiment entre la gouaille et la phrase très soutenue mais très trash en même temps, si tu veux, qui est à rallonge, qui est la grande période quasiment rousseauiste, mais avec des petits bouts de caca dedans, tu vois. C'est Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce croisement improbable, mais pas si improbable que ça. Mais voilà, si les gens ont envie de rire un petit peu en lisant un livre, je pense humblement qu'ils peuvent rire 2-3 fois sur les contrefaits. Et en plus, c'est j'espère aussi un roman qui donne faim, parce que en tant que Lyonnais, j'aime beaucoup bien manger, et donc j'espère que ça se ressent aussi un peu dans le roman. Notamment, je pense à tous les Lyonnais qui sont exilés de Lyon et qui cherchent désespérément une salade lyonnaise dans les restaurants hors de Lyon, et qui sont bien en peine, et je les comprends. Et donc ce roman aussi. Oui, c'est vrai. Il y a une espèce de leitmotiv qui se met en place dans le roman de la salade lyonnaise. Et c'est vrai que moi, n'habitant pas à Lyon, j'étais pas sensibilisé à ça. Mais depuis que j'ai fait ce roman, en fait, je souffre sans jamais avoir été à Lyon. De chaque fois que je vois des salades lyonnaises dans les restaurants, c'est terrible. Donc voilà, je dis aux gens, protégez la gastronomie française, achetez des contrefaits. Voilà. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est très important. Oui, mais si, pour de vrai en plus. Comme ça, vous aurez vraiment, vous saurez à quoi ressemble une vraie salade lyonnaise. Sinon, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, donc écoute, exactement. Oui. Bon, alors écoute, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Franchement, on pourra pu continuer pendant des heures, parce que c'est passionnant. J'espère que les gens ont compris. www.lajiberne, paf, on prend son exemplaire. Les frais de port sont trop chers, c'est pas grave. Je prends les bibliophiles avec, ça descend. Je prends un autre livre avec, c'est gratuit. Voilà, comme ça, les gens sont bien. Il y a des versions numériques. On est sur le pass culture. Enfin, je vais pas répéter tous les trucs à chaque fois, vous connaissez maintenant. Voilà, si vraiment vous êtes la pince ultime, vous pouvez aller voir votre libraire pour qu'il me demande 50 centimes de réduction. Sinon il ferme son bouche dans 3 minutes. Enfin, voilà, c'est terrible. Et puis il faudra que c'est fait. S'il vous reste un peu d'argent, notamment grâce à la remise du libraire, vous pouvez passer aux éditions Carmin, parce que Moss, peut-être que tu as des annonces à nous faire, ou plutôt du suivi de projet. Tu vois, là, je fais la partie casse-pied. Tu sais, les cadres sup engoncés dans leur petit costard bleu là, qui sont en train de clapoter sur leur écran. Protestants. Avec un Excel, et qui disent oui, mais alors là, la tâche machin, le work package machin. Bon, bah c'est exactement ça là. Niveau suivi de projet, le visage de Dieu, c'est terminé, il est mis en page. On est en train d'expédier à l'imprimeur la version Deluxe. Donc ça, on va pouvoir parler d'autre chose. Ça va arriver. Voilà, ça c'est fait. Le désir sexuel, on est en train de finaliser la deuxième relecture. On a 3 relectures, donc on est en train d'avancer. On n'est pas très loin de la fin. Je pense qu'on en a encore peut-être pour un petit mois avant de tout boucler, mais voilà, c'est en train de se boucler. Et pareil, ça va partir derrière tout de suite à l'imprimeur et tout. Moi, j'ai fait à peu près les 2/3 de la traduction du livre sur l'eugénisme de Chesterton, qui sera probablement notre prochaine vente. Et on a plein de discussions en ce moment pour d'autres titres qui arrivent après, et on va avoir un paquet de trucs. Donc, j'ai pas encore de nouveaux titres à vous teaser, chers amis, mais je vous promets qu'il y a du très très lourd qui arrive. Donc, vraiment, si vous avez envie de soutenir, n'hésitez pas. Le bouche à oreille, ça marche super bien. C'est un truc aussi, je crois, on le dit peut-être pas assez, mais il y a Internet, mais il y a aussi la vraie vie en fait. Quand vous aimez des bouquins, passez-les à des gens que vous aimez bien, parce que si ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, globalement, les gens à qui vous allez le passer, ils vont passer aussi un bon moment. Donc, allez-y, quoi. Faites tourner les bouquins, faites connaître les. Tu sais, moi, j'ai eu des histoires comme ça. J'ai eu des lecteurs qui m'ont écrit en disant, en fait, en gros, il disait, un jour, il va prendre l'apéro chez son voisin,
bouquins. Et il avait des bouquins de la Giberne aussi à côté. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient tous les deux abonnés, mais qu'ils en avaient jamais parlé. Donc voilà, si vous avez des potes autour de vous, bah, vous pouvez leur en parler, ça marche très bien. Et puis de façon générale, j'ai envie de te dire, le travail abattu par Carmin est quand même incroyable. Vous avez Thomas Sowell, vous avez quand même des noms vraiment importants. Je dis même pour des gens qui s'intéressent pas à la philo ou quoi, mais qui suivent un peu ce qui se passe dans le monde des idées au sens le plus large, les débats et tout. Vous êtes quand même devenu une belle référence. À un moment donné, vous devriez vendre 10 fois plus de bouquins que ce que vous vendez. Les gens ne font pas le travail ou pas assez, voilà, de travail d'aller voir ce que vous faites et de soutenir votre travail. Donc voilà, faites-le parce que c'est important. C'est comme ça qu'on maintient des éditeurs qui prennent le travail intellectuel au sérieux. Et Dieu sait que c'est une espèce en voie de disparition. Oui, il y a ça, et puis il y a aussi tout. Enfin, alors j'ai vu passer dernièrement quelques commentaires de gens qui encore une fois, se lamentaient. Oui, mais c'est dommage, on n'a pas des références culturelles qui soient pas de gauche, des choses comme ça. C'est aussi en fait parce que vous faites vivre les références culturelles qui sont pas de gauche qu'ils peuvent se développer après d'autres choses en fait. Si à chaque fois qu'un éditeur se lance ou que n'importe qui se lance sur ce créneau-là, derrière vous achetez pas, vous dites oh non mais ça va, j'attends qu'il y ait d'autres éditeurs qui se lancent, bah ils vont jamais se lancer en fait parce que. Ouais, tout à fait. Mais je suis complètement d'accord avec ça et je pense même de façon encore plus large que ça que si tu soutiens pas des initiatives sur ton bord politique, qu'elles soient culturelles ou pas, t'as le même problème au bout d'un moment. Tu sais, on en voit trop qui disent oui si j'ouvre ma gueule en entreprise je perds ma place, etc. Ok, d'accord, très bien. Mais en fait à un moment donné tu peux participer à créer un écosystème dans lequel les choses fonctionnent, à changer le regard de la société, déplacer tu vois ce qui peut être dit ou quoi. Et c'est pas genre dire des dingueries ou quoi, mais tu vois par exemple Thomas Sowell, l'économiste tel que Thomas Sowell en parle, c'est pas un espèce de truc complotiste vaporeux, etc. C'est un mec qui est prof à Harvard, tu vois, et ça ferait du bien qu'en France on parle un peu d'économie et d'argent sous cet angle-là. Surtout que pour moi ça fait partie de ces références, mais c'est comme tous les livres qui sont publiés à la Giberne en fait. Chacune de ces références peut servir à amorcer des conversations, à réorienter des conversations vers des sujets que vous jugez plus importants que d'autres. Donc quand vous allez dire j'ai lu ce dernier bouquin d'un économiste, ça m'a paru vachement intéressant, vous mettez un cadrage en fait. Et de toute façon c'est forcément positif. Et les mecs de gauche font ça depuis 50 ans en France facilement. Ouais. Donc... Et sauf qu'eux ils lisent même pas les bouquins. Eux ils lisent même pas la fiche Wikipédia. Ils écoutent leurs potes qui étaient en train de rouler leur clope qui disent ouais le capital c'est vachement bien, tu vois. Et hop, et après ils viennent t'enculer avec ça pendant 50 ans. Donc, à un moment donné, Thomas Sowell, Hilaire Belloc et le catalogue de la Giberne en entier. Voilà. Hop, en intraveineuse, tu vois. Et puis après là t'es bien. Tu commences à penser par toi-même. Ça fait très bizarre au début. Tu t'arrêtes d'être démocrate, il se passe des trucs très étranges. Merci encore une fois Alexandre d'être venu nous voir. Merci à tous les gens qui sont revenus nous écouter après des vacances. Ça fait plaisir aussi de vous voir aussi nombreux. Et puis on vous dit à dans 2 semaines du coup. Ah oui, parce que c'est une petite nouveauté, c'est ça qu'on n'a pas dit. Bah, putain, on l'a dit à la fin, les mecs sont plus là, tu vois. Oui, il y aura peut-être moins de podcasts cette année parce que en fait simplement on a charbonné comme des fous l'année dernière. Là en fait on vous fait des podcasts toutes les 2 semaines, modulo si on a envie d'en faire plus ou si on a des actualités intéressantes ou si on a un embouteillage ou si il y a des vacances. Enfin voilà, on se laisse un peu plus de liberté pour être le plus en forme et envoyer la patate quand on vous régale. Voilà, normalement vous êtes bien. De toute façon c'est tellement dense que vous pouvez les écouter 2 fois les podcasts. Donc à un moment donné voilà, vous prenez un par semaine et vous êtes bien. Voilà, allez en paix.